Bonjour Paperboy. Alors du coup j'ai ressorti la caméra de l'an dernier parce que j'ai enfin trouvé un micro. Alors le sujet de la semaine c'est la détransition. Alors pour ce sujet j'ai été regarder sur un article qui a été, mais c'est un article qui a été publié au Canada. C'est pas en France mais bon, ça parle de la détransition. Et j'ai aussi regardé euh, un autre article sur une personne qui fait un review au sujet de cet article. Déjà c'est un article, il y a quand même des termes problématiques. Déjà l'article il dit des hommes-femmes ou qui veulent devenir des hommes qui veulent devenir femmes, des trucs comme ça. C'est un petit peu n'importe quoi comme terme. Ça veut rien dire, déjà c'est pas des gens qui veulent devenir, c'est des gens qui sont. Donc pour faire cet article, ils ont fait leur étude sur plusieurs jeunes qui ont ou non fait une transition, mais qui à un moment de leur vie pensaient être trans et au final non, et du coup ils détransitionnent. La plupart des jeunes dans cette étude se sont interrogés sur leur genre à l'adolescence. Bon, en soi, c'est pas vraiment un mal si des personnes cis s'interrogent sur leur genre, parce que c'est assez rare, quoi. Ça leur permet de mieux comprendre comment ça fonctionne. Donc là-dedans, ils ont cité plusieurs exemples. Par exemple, l'exemple de Clara qui, à 13 ans, ne se sentait pas fille, donc, et a découvert la transidentité en regardant les réseaux sociaux. Et en gros, dans le témoignage de Clara, c'est juste que c'est vu par rapport aux stéréotypes. Comme c'était pas une fille qui mettait du maquillage et tout, elle s'est dit du coup je correspond pas à l'image d'une fille, donc je dois être un garçon. Et après, elle a aussi découvert en essayant ce nouveau genre que ça lui convenait pas, que du coup l'étiquette garçon ça marchait pas non plus. Et c'est là qu'elle a découvert qu'elle était lesbienne. Donc en fait là c'est un problème de la confusion du genre et de la sexualité. Je pense que le problème vient sur la détransition, c'est en fait c'est des personnes qui se lancent mais qui sont pas assez informées. Donc Clara dit elle-même, cette fille a des stéréotypes quand même parce que en regardant les images Instagram. Et effectivement, rien que même si on tape sur Google Images, c'est toujours assez classique les mêmes trucs. Donc effectivement, un adolescent qui voit ça et qui se dit je corresponds à rien. Donc ouais, on trouve des mecs qui ont un petit peu de barbe la plupart. Il y en a qui sont musclés. Et effectivement, quand on regarde à chaque fois sur les images, on voit toujours que des gens qui ont l'air parfaits et super. Quand on tape femme, déjà elles ont toutes les cheveux longs, sauf elle. Mais sinon, elle a quasiment toutes les cheveux longs, donc voilà. Il y a des stéréotypes comme ça. De toute façon, pour vraiment trouver faut s'interroger assez longtemps et faire sa propre définition de qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme. Que là, le truc apparemment dans son histoire, c'est d'aller dans les clichés. Genre effectivement, après, même en étant un garçon trans, si on veut aller dans le cliché masculin, forcément, ça va pas forcément nous convenir, quoi. Alors j'ai trouvé qu'il y avait aussi des trucs quand même assez problématiques dans ses propos. Genre de dire être trans c'est fun, ouais c'est fun de risquer la discrimination, c'est fun de pouvoir se faire agresser, non pas trop quoi. Donc il y a aussi d'autres témoignages, surtout de jeunes qui transitionnent vers le genre masculin là-dedans. Je sais pas si c'est l'étude au Canada, donc ils ont vu que le ratio de jeunes FTM déjà est supérieur au ratio de MTF. Mais après, ça c'est assez étonnant quand même, parce que je m'étais toujours dit, j'en avais même discuté à une femme trans, mais je vois pas à quoi ça pose problème aux gens, parce que déjà on modifie pas la parité, je pense que s'il y a des mecs trans qui transitionnent, il y a forcément autant de femmes trans. Et elle m'avait expliqué que c'était pas forcément aussi simple, parce que du coup, euh, passer dans le genre féminin, pour quelqu'un qui est assigné garçon, selon la société, ça va être vu comme une diminution. Parce que la société est fondée comme ça, ils vont placer l'homme au-dessus de la femme. Et donc c'est moins bien vu, et du coup, il y en a moins qui vont transitionner.
Ce que j'ai vu dans l'article, c'est que la plupart des jeunes filles qui ont transitionné ou ont voulu transitionner et se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas trans au final, la plupart du temps, les arguments qu'elles donnent, c'est par exemple, pour citer Florence, je ne veux pas être une femme par rapport à comment on traite les femmes dans la société. Si on cite Elena, je ne voulais pas devenir un objet, quoi. Parce que en fait avec la puberté ça amène que tu as des formes et tout. Donc effectivement dans ce cas-là le problème premier c'est l'image de la femme dans la société. Donc ça peut amener les jeunes dans ce cas-là à se dire ouais je veux pas être perçu comme ça. Mais dans ce cas-là faut pas non plus se dire je veux plus être une fille pour ça. Il y a d'autres moyens de lutter contre le sexisme justement en faisant des manifs et tout et puis même elles peuvent se fringuer comme elles veulent. Moi, je pense que c'est le problème des jeunes qui ont été interviewés là-dedans. Ils étaient peut-être pas super bien renseignés en fait. C'est peut-être ce qui a amené à ce que ils foncent dans le mur comme ça. En gros, faut vraiment avoir à l'esprit que le genre et la sexualité, c'est pas lié, c'est deux choses tout à fait différentes. Et puis, il faut pas non plus se dire, par exemple, imaginons, on va prendre le cas d'une femme lesbienne. Faut pas se dire, ouais, je vais devenir un garçon comme ça, je vais être hétéro. Ça marche pas comme ça. Dans le review de l'article, qui a été écrit par Florence Ashley, qui est une juriste et bioéthicienne spécialisée dans la santé trans. Elle explique que la théorie que l'article fait, dans le cas où ceux qui transitionnent, ce serait, ceux qui transitionnent puis détransitionnent après, que ce serait de l'homosexualité refoulée, c'est totalement n'importe quoi. Parce que dans ces statistiques, alors je sais pas d'où viennent ces statistiques, donc je sais pas s'ils sont sûrs, mais bon, c'est déjà une idée de proportion. Alors 15% des personnes trans seraient hétéros seulement. Et la plupart du reste seraient bi. Donc effectivement dans ce cas-là, quand t'es bi, tu restes bi. Mais ça c'est étonnant quand même ça. 15%. Ce qui est marrant c'est que ça rejoint l'idée que se faisait ma mère. Et du coup je vais pas lui dire parce que sûr ça va encore la conforter dans ses idées. Alors à cause de moi, parce que moi je suis bi, ma mère pense que toutes les personnes trans sont forcément bi. Et du coup quand je lui présente d'autres personnes trans qui sont soit hétéros ou homo, elle va dire je comprends pas, c'est bizarre. Tu devrais pas être bi. Mais non maman, c'est pas lié. Je sais pas combien de fois je lui ai répété, mais bon, ça rentre pas. Donc, dans ce même reportage, il y a trois filles qui témoignent, qui font des vidéos aussi sur YouTube. Bon, par contre, c'est en anglais, donc j'ai essayé de comprendre, mais au bout d'un moment donné, j'y arrivais pas. Donc, mais je vous mettrai quand même les liens si vous êtes anglophone. Donc, c'est Elena, Jace et Dane. En gros, ce qu'elles expliquent, c'est que le problème, c'est que les personnes qui détransitionnent sont réduites au silence. Et il y en a aussi, toujours pour revenir dans l'article, qui ont même dit que après ils ont reçu la haine d'autres personnes trans. Effectivement dans un sens ça se comprend parce que ça donne la peur que parce qu'on visualise à peu près comment qu'est-ce que les personnes cis pourraient se dire. Du coup ça peut encore plus influencer à dire ah non transitionner c'est pas bien. Après les gens après ils peuvent se tromper et tout, c'est pas bien du tout. Et du coup la peur que ce serait c'est de faire reculer les droits. Et effectivement, dans l'article, ils sont en train d'en parler, que c'est un dilemme sur qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on devrait du coup faire attendre plus, faire plus d'examens. En soi, en fait, non, ça sert à rien parce que les personnes qui vont transitionner après, on va pas plus les remarquer. Et ce que la juriste en pense, et qui est tout à fait intéressant, c'est que le problème, en gros, c'est que les examens actuels, ils sont évalués un petit peu sur des stéréotypes de genre. Donc ça amène les personnes à mentir, et même les personnes non binaires qui veulent accéder à certaines parties de la transition. Imaginons une personne non binaire affable qui veut juste se faire opérer du torse. Et si admettons elle tombe sur un chirurgien qui veut une attestation psy, donc du coup au psy cette personne peut être amenée à mentir et à simuler de la binarité. Du coup ça correspond pas non plus à ce qu'elle est. Et en gros le problème ce serait ça. Et ça a été démontré parce que même
il y a quelques décennies avant, quand c'était encore plus compliqué que maintenant de pouvoir transitionner, il y avait quand même des personnes qui transitionnaient. Et en gros, le problème, c'est les méthodes d'évaluation et les étapes comme ça qui sont amenées à empêcher les gens d'être honnêtes et à les induire à mentir. Alors que s'il y avait moins de filtres comme ça et qu'on se disait pas une personne trans ça doit être comme ci, comme ça, si on supprimait tous ces moules à gâteau qui servent à rien, et les personnes qui viendraient demander des trucs genre pour avoir une attestation psy ou voir un chirurgien ou autre médecin, ils seraient amenés à être plus honnêtes et effectivement s'ils présentent des doutes, au lieu de refouler les doutes et de passer ça sous silence comme c'est le cas quand ils sont obligés de mentir, et là ils diraient plus tôt et ça leur permettrait de se rendre compte plus tôt si c'est pas ce qui leur convient. Donc c'est tout à fait intéressant et puis c'est un petit peu con quand même de réduire les personnes qui détransitionnent au silence parce que ça se trouve même c'est pas ça se trouve c'est carrément pour ces trois personnes là c'est le cas maintenant ils sont mal dans leur peau et tout donc effectivement faut entendre ce qu'ils ont à dire et puis les passer sous silence après ça va encore induire imaginons qu'il y ait des personnes actuellement ils font une transition et ils auraient pas dû et du coup comme les personnes qui détransitionnent sont passées sous silence ces personnes-là vont pas savoir qu'on peut détransitionner. Ils vont se dire mais je suis bizarre, je suis pas normal, donc ils vont continuer, ils vont attendre plus longtemps, ils vont se sentir encore plus mal. Là où l'article continue encore de spéculer par rapport au témoignage, et du coup ce qui pose problème, surtout vers les parties de l'article où c'est que de la spéculation, ou qui sont en train de dire peut-être que ça fonctionne comme ça, ils sont carrément en train de parler de phénomènes de mode ou de contagion sociale. Là, effectivement, cet article-là, il devient dangereux pour ça, parce que, être trans, c'est pas contagieux, c'est pas une maladie. À ce moment-là, si on continue dans ce délire, un enfant qui lit un livre, il va s'identifier au héros au point de vouloir devenir le héros. Ou même les enfants qui regardent à la télé, imaginons un enfant, il adore Iron Man, il va décider de s'habiller en Iron Man tous les jours et de dire que il s'appelle Tony Stark. Et non, ça se passe pas comme ça. Donc pourquoi ça devrait être le même cas? Là, ils ont pas trop réfléchi là-dessus. Et le problème aussi qui est lié sur l'étude qu'ils ont fait et que Florence Ashley pointe du doigt, c'est qu'ils sont en train d'estimer, ils ont dit qu'il y a 2 à 5% de personnes qui font une transition qui vont après devenir des détransitionneurs. Le problème c'est qu'en gros, ils ont comptabilisé que les personnes qui arrêtaient les traitements hormonaux sont des détransitionneurs. Alors que il y a quand même pas mal de mecs trans qui vont arrêter la testostérone et pourtant ils se considèrent toujours comme des mecs, c'est pas qu'ils veulent faire une vraie transition. C'est qu'il faut quand même se dire que la testostérone ça amène quand même certaines contraintes. Genre déjà faut se piquer par exemple toutes les 2 à 3 semaines si tu prends l'androtardil, un petit peu moins si tu prends le Nebido. Et du coup le Nebido c'est pas remboursé donc ça devient un coût. Et puis après il y a des effets qui restent, qui vont pas s'enlever. Donc à partir du moment où ces personnes là ils ont leurs effets, ils sont en droit d'arrêter et puis ça va pas faire des détransitionneurs. Donc du coup le problème c'est que ces personnes là ils sont comptabilisés là-dedans. À part s'ils se font enlever l'utérus et tout, ils n'ont pas besoin de continuer à vivre. Ou il y en a qui peuvent arrêter parce qu'il y a des effets secondaires qui peuvent arriver, genre ça peut provoquer la polyglobulie et tout. Mais bon après ça peut se régler aussi avec le dosage. Le problème qu'il y a donc du coup avec les gens qui détransitionnent, ils existent parfaitement. Mais c'est qu'après, dans la tête des personnes cis, c'est ce qui influence le mythe du regret. Et pour ça donc j'ai une petite infographie qui a été traduit, c'est toujours du Canada aussi. Donc c'était traduit par Trans Interaction. Alors le mythe du regret des personnes trans, traduction d'une infographie canadienne tirée d'une étude canadienne. Mythe. Un certain nombre de personnes trans commencent à admettre que choisir de transitionner a ruiné leur vie. Alors le rapport. 94% de personnes trans ont rapporté une amélioration de leur qualité de vie due à leur transition. 96% ont répondu que leur sentiment de bien-être avait augmenté. Mythe. Transitionner rendra la personne dépressive et aigrie. 9 personnes sur 10 ont répondu que leur caractère s'était globalement amélioré grâce à la transition.
85% ont décrit leur stabilité émotionnelle comme étant meilleure. 11% ne rapportent aucun changement. Hop là. Mythe, les personnes trans ne veulent pas vraiment modifier leur corps, elles sont juste poussées à le faire. Taux de satisfaction de la transition, 96% général, 97% traitement hormonal, 96% chirurgie du torse, poitrine, 90% chirurgie génitale. Voilà, donc en conclusion, les personnes qui détransitionnent, ça existe, mais c'est pas la majorité des cas. Pour finir un petit peu cette vidéo, bon là on est sur Paperboy, donc ça va plus s'intéresser aux mecs trans. Donc je vais prendre l'exemple, imaginons une personne affable qui aurait fait une transition FTM complète, vraiment qui aurait fait tout ce qui est possible de faire dans une transition, et qui voudrait détransitionner. C'est pas forcément un truc impossible, faut refaire c'est le même processus un petit peu que la transition. Ah bien sûr, ça va se passer, je pense, quand même un petit peu plus compliqué pour certains trucs que si c'était une femme trans qui ferait une transition. Parce que par exemple, pour la poitrine, vu que ça a été enlevé, ça va pas revenir avec les hormones. Mais il y a une opération quand même qui permet de mettre des implants. Donc après, ça refait une poitrine. Et puis sur les chirurgies génitales, on peut refaire. Du coup, rien n'est perdu. Et puis même je pense que par rapport à l'histoire de faire des enfants et tout, la fécondité, il me semble qu'on peut faire des greffes d'utérus. Du coup, c'est une greffe, donc ça dure 5 ans. Pilosité, il y a des épilations au laser. Le truc, par contre, qui peut être embêtant pour cette personne, c'est du coup avec la voix, parce que par contre, la voix, ça va pas revenir en arrière. Mais bon, cette personne peut aller voir un orthophoniste et essayer d'améliorer le truc. Parmi cette étude, il y a aussi quand même des personnes qui ont détransitionné et qui m'ont rapporté qu'ils n'étaient pas non plus forcément malheureux. Ça leur a permis d'avoir une expérience qui leur a fait vraiment comprendre qu'est-ce que c'était leur genre. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Au revoir.